SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux et poneys de sport et d'élevage, vous présente l'émission Des jeux et débats. Bonsoir à tous, la France a sa deuxième médaille aux Jeux équestres mondiaux ici en Normandie, une médaille obtenue par l'équipe de France de saut d'obstacle. On va y revenir évidemment longuement dans cette émission. Des Jeux et débats, c'est en direct sur Normandie TV et cavadeos.com et toujours avec Angèle Lobigna. Bonsoir Angèle. Bonsoir Mehdi. Alors il s'est passé beaucoup de choses évidemment aujourd'hui encore sur Caen. L'attelage a démarré, les voltigeurs français sont toujours très en forme. On va y revenir mais d'abord bien sûr cette médaille d'argent pour les cavalier de l'équipe de France. Et oui, c'est en saut d'obstacle, une deuxième médaille de France par équipe. La France donc en argent, derrière les Pays-Bas qui sont en or et les Américains en bronze. Pardon. Que d'émotion. Que d'émotion. En individuel, eh bien, au provisoire, c'est l'Américaine Bizzy Madden, incroyable depuis le début de ces Jeux. Et puis le Suédois Rolf-Göran Bengtsson et peut-être l'outsider de cette édition 2014. En troisième position, le Danois Søren Pedersen. On a toujours des surprises aux Jeux mondiaux et on a parmi nous un invité qui est très bien classé aussi en individuel. Et oui, il s'agit du seul cavalier belge qui est resté en course. Il est 6e au provisoire, donc vraiment extrêmement bien placé. C'est Grégory Wathelet. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Quelle journée! Vous étiez tout seul, mais est-ce que les autres vous ont soutenu d'abord? Oui, ils étaient tous avec moi ici. Ils sont restés et je pense qu'ils vont rester encore jusqu'au samedi. Donc c'était une journée assez longue depuis le matin. Mais bon, j'ai eu la chance de partir en début. Après j'ai pu suivre l'événement par équipe avec beaucoup moins de pression que les autres. Et il y en a un qui avait peut-être un peu plus de pression que vous, c'est celui qui est à votre droite, Jean-Maurice Bonneau, sélectionneur du Brésil. Bonsoir Jean-Maurice. Bonsoir. On vous a vu passer un peu par tous les états aujourd'hui, c'est toujours très compliqué. Une deuxième manche de Coupe des Nations dans un championnat comme ça, le Brésil termine 5e à rien du podium. Oui, c'est frustrant. On a fait un très mauvais démarrage. Premier parcours de Doda, il tombe. Et on a monté tout ce championnat avec aucune possibilité de faire des fautes pour rattraper notre score. On était 12e, on n'était même pas dans le cut pour rentrer en finale. Et hier, on a grimpé de 7 places, mais malheureusement aujourd'hui, on a fait une très bonne deuxième manche puisqu'on a 2 tours à 4 points et 2 tours sans faute, mais ça ne nous a pas permis de décoller, donc c'est quand même très frustrant. Oui. Alors évidemment, on va revenir sur les performances de votre équipe, sur votre performance Grégory, parce que maintenant on vous attend samedi en individuel, mais on va aussi parler évidemment de cette équipe de France qui est deuxième de ces championnats du monde, comme à Lexington il y a 4 ans. Les Français vous auront impressionnés par leur sang-froid aujourd'hui, ils étaient attendus devant leur public. Comment est-ce que vous la voyez, vous, cette deuxième place, Jean-Maurice? Vous qui avez conduit cette équipe de France jusqu'alors, il y a 12 ans maintenant. Moi, je trouve qu'elle est vraiment méritée parce qu'il y a 4 cavaliers de talent. Il y a la jument de Pénélope qui est jeune encore et qui hier a fait une faute, mais aujourd'hui, ils ont monté avec beaucoup de conviction, beaucoup de sang-froid. Et puis, il y a un public extraordinaire ici qui les a portés. Je veux aussi rendre hommage à Philippe Garda qui fait un travail depuis 2 ans avec des résultats spectaculaires. Ils ont quand même gagné la finale Furusilla l'année dernière, ils ont gagné Rome cette année, la Baule. Puis il y a eu un passage à vide et comme toujours il y a eu des critiques et je suis vraiment content pour eux parce que je crois que la sélection a été compliquée, il a dû revoir ses plans. Et comme quoi un championnat, ça commence bien avant la compétition elle-même et la Belgique aussi est un exemple sur les tracasseries qu'on peut avoir et qui parfois peuvent même anéantir une équipe. Ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, moi je suis heureux que j'aurais souhaité que la France et le Brésil soient sur le podium ensemble, évidemment, mais pour en revenir à la France, c'est une très très belle performance qui a vraiment été gagnée avec les tripes et le cœur, j'ai trouvé. Et on a vu les championnats démarrer avec une chasse bien dosée, pas trop compliquée, puis c'est monté crescendo. Comment vous jugez les parcours jusqu'à celui d'aujourd'hui? Je crois que Frédéric Cottier fait l'unanimité.
un championnat du monde comme ça, c'est très ouvert, très compliqué, il y a 150 partants. Il y a beaucoup de nations émergentes et l'équation n'est pas simple parce qu'il s'agit d'aller progressivement pour sortir la crème de tout ça, mais sans casser personne. Et je pense que Frédéric, je parle sous le contrôle de Grégory, mais je pense que Frédéric, même le premier jour, il y a les nations leaders qui trouvaient que c'était presque ridiculement petit. Mais il a su jouer avec des obstacles d'une grande beauté, représentant magnifiquement la France et la Normandie en particulier. Et puis hier, on a vu un parcours qui devenait beaucoup plus technique, mais toujours avec des obstacles assez massifs. Aujourd'hui, il a allégé beaucoup les choses. Et à la fin, il n'y a pas de hold-up sur ceux qui gagnent, et même au-delà, parce que nous, on s'aperçoit qu'on est à quelques fragments de points du podium, donc il y a 7-8 équipes là, qui sont relativement proches. Et puis en même temps, les nations émergentes peuvent rentrer dans ces jeux et vont être sorties, bien sûr, mais en tout cas sans casse. Et je crois que ça, c'était un exercice très difficile, donc je crois qu'il faut le féliciter. On a toujours des surprises en championnat. Cette année, c'était peut-être cette équipe colombienne que l'on a vue aujourd'hui arriver dans les 10, alors que la Grande-Bretagne n'a plus aucun cavalier, la Suisse n'est pas dans les 10, la Belgique non plus. En revanche, les meilleurs sont quand même devant. On a les Pays-Bas, la France, les États-Unis et l'Allemagne qui est 4e devant le Brésil. La hiérarchie du saut d'obstacle est respectée, Grégory ? Ouais, bien sûr, à la fin, je pense, d'un championnat par équipe, les meilleurs restent toujours devant. Maintenant, c'est sûr, je pense qu'à chaque championnat, il y a une ou deux nations qui percent, qui font un bon début. Malheureusement pour eux, ça devient souvent plus difficile le dernier jour. Mais c'est bien, c'est ça la beauté de ce sport. On a vu évidemment l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, même aussi l'Espagne, ou tous ces pays-là qui sont quand même des grandes nations, sortis après 2 journées. Voilà, malheureusement pour nous, on était dedans, mais ça fait partie du sport. C'est aussi justement ce qui est bien, ce qui montre que chaque pays a l'occasion de faire un bon championnat, d'arriver loin. Même des pays comme le Canada aujourd'hui, qui sont un peu plus passés à côté de leur sujet aujourd'hui, mais qui étaient quand même présents, qui auraient pu aller pour la médaille jusqu'au bout. Donc ça, c'est bien, c'est d'autant plus positif pour le sport. Est-ce que ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile? Est-ce que tous les 4 ans, c'est de plus en plus difficile de monter sur un podium? Jean-Maurice? Alors plus difficile, ça dépend sur quel... si on parle de niveau technique ou de niveau... Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que voilà, il y a plus de monde et qu'on sait très bien que ça va se jouer à des écarts infimes à l'arrivée parce que... même le Qatar, si on regarde bien, je pense que dans un championnat ou deux, ils vont nous chatouiller parce que c'est très professionnellement organisé, avec des coachs, avec le système de Yann, de Marcus Fuchs, etc. Et c'est vrai que dans les nations leaders, on sait très bien, et c'est pour ça que la préparation, le mental, moi je pense qu'à l'arrivée, ce qui joue beaucoup dans les équipes, c'est la force mentale des cavaliers, parce que... je veux dire, le parcours d'aujourd'hui, si c'est un Grand Prix du dimanche, il y a 15 sans faute, non? Et là, il y a une telle pression, il y a un tel enjeu, il y a une chape qui est là, et là, il faut vivre avec ça. Et c'est ce qui fait qu'un championnat, c'est en tout cas pas un concours comme un autre. Et quelle a été la préparation pour chacune de vos équipes, aussi bien les Brésiliens que les Belges? Nous, on avait un plan qui était prévu à peu près pour chaque cheval en début de saison. Ça a commencé à Lummen. Après, comme dans chaque pays, il y a eu des changements. Il y a eu des chevaux qui sont partis, qui sont blessés, des cavaliers qui étaient moins performants, d'autres qui sont arrivés. Donc à la fin, on était, je pense, content d'avoir 4 cavaliers ou même 5 cavaliers pour venir ici, comme dans beaucoup de pays, je pense. Après la préparation, je pense qu'on a une bonne ambiance dans l'équipe parce qu'on a beaucoup de jeunes maintenant. Donc ici, on est arrivé avec un collectif, je pense, malgré l'avant-championnat, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit et ce qu'il y a eu, qui était un peu malheureux. Après, quand on arrive au championnat même, c'est sûr que voilà, là, il faut se lancer. Et tout ce qui s'est passé avant, toute la préparation, je ne veux pas dire tout est remis à zéro, mais voilà, après le premier jour, on l'a vu pour nous, on l'a vu pour les Brésiliens. On lance le premier cavalier, on pense le plus sûr, et puis ça se passe, il y a une chute, il y a un accident. Et c'est là qu'à ce moment-là, les cavaliers qui suivent doivent être forts dans leur tête et que là, on est parti pour une course contre la montre pour remonter le temps.
Et vous avez une préparation mentale aussi ou Pas spécialement. Non. pas spécialement? Non, ça, on n'a pas. Et vous, Jean-Maurice, au sein de votre équipe? C'est le grand truc à la mode, la préparation mentale. Il en faut, et si on considère que le sport c'est le physique, le technique et le mental, bien évidemment que c'est important. Mais moi je considère que dans mon système de préparation, c'est à moi de l'organiser ça. Je ne verrai pas aujourd'hui un psychologue arriver dans notre groupe et expliquer à Rodrigo comment on s'allonge par terre, on écarte les doigts de pied et on va se concentrer. Ça, c'est même pas en rêve, quoi. Et ça se résume à ça, en fait, la préparation Non, mentale? je fais une caricature, mais ce que je veux dire, il y a des gens bien et ça peut apporter un plus, évidemment. Donc la préparation mentale, oui. Les préparateurs mentaux, j'ai un peu plus de réserve parce qu'il y a aussi des charlots. Mais tout ça, c'est de l'expérience partagée avec ceux qui en ont plus. Et puis, il y a des gens qui ont plus de cette capacité naturelle à répondre présent dans les moments comme on a vécu là, ou lorsqu'on rentre en piste, c'est pour faire sans faute. Mais je crois que l'environnement qu'on crée, nous, la préparation, c'est sûr qu'on l'envisage, cette préparation mentale. Cet aspect mental, cet aspect de dire, voilà, vous allez monter sous pression. Alors, soit vous supportez, soit vous ne supportez pas. Mais il va falloir. Quand nous, dans 2 ans, on va être à Rio, il va y en avoir. Eh oui, ça vous allez être attendu évidemment à Rio devant votre public, mais vous avez vécu... De toute façon, ça fait partie des championnats, des concours par équipe. Les cavaliers qui ne peuvent pas supporter cette pression-là, c'est à la fin pas des bons cavaliers d'équipe, mais ça c'est... Ni des championnats. Ni des championnats, évidemment. Et en général, on ne peut pas compter forcément sur des, on l'a vu des gens aujourd'hui, un petit peu trop tendres. Voilà, on l'a vu aujourd'hui, certains cavaliers qui étaient quand même hors du lot et qui ont sorti leur équipe. Il y a très peu de doubles sans faute dans cette Coupe des Nations. Il y en a 5, vous en avez 2 des doubles sans faute et pourtant le Brésil n'est pas sur le podium. C'est dire à quel point c'était compliqué. En tout cas, vous avez connu un peu les mêmes déboires dès le début de la compétition avec une chute chacun, Belgique-Brésil, même combat. Comment est-ce qu'on se ressaisit après ça justement pour en équipe? Je sais que Jean-Maurice, l'équipe est très importante pour vous, cet esprit d'équipe. En plus, c'est un pilier de votre équipe qui a l'habitude des championnats qui tombent. En étant l'ouvreur de votre équipe, comment on réagit après ça? Ça a été extrêmement dur humainement parce que Doda était effondré. Et tout de suite, ma préoccupation, ça a été de dire il ne faut pas que ce soit contagieux. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je trouve le moyen, les mots, pour que les autres partent au combat et effacent le score de Doda. Donc on s'est tout de suite retrouvés aux écuries, dans notre loft, et où on fait tous nos briefings, et on s'est parlé tout de suite en disant les gars, une équipe, c'est justement, je les avais prévenus dans la semaine avant, on s'est retrouvés pendant une semaine, et lors d'un briefing, j'avais abordé ce sujet-là justement, préparation mentale, en disant un championnat, c'est rare qu'à un moment donné on n'ait pas un problème. C'est rare que ce soit un long fleuve tranquille, rare. Enfin moi j'ai jamais connu. Et j'ai dit la vraie équipe, c'est celle qui à un moment donné, lorsque un faillit, les autres vont être capables de rattraper ça. Alors maintenant, on y est. C'était pas prévu, on commence par là, mais on y est. Donc ça a été la première chose qu'on a fait. Et la deuxième chose, c'était de ramener Doda. Donc on l'a laissé évacuer toute cette tristesse, frustration, etc. Et on s'est beaucoup parlé. Et ses coéquipiers, jusque tard le soir, lui ont envoyé des messages. Il a voulu aller se coucher tôt, il avait envie de passer très vite au lendemain pour que cet événement fasse partie. Et je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, écoute, il y a 2 catégories de cavaliers. Il y a les bons cavaliers et il y a les champions. Les champions sont ceux qui sont capables de se relever d'un truc comme ça. Moi, je considère que tu es un champion. Et demain, tu vas faire sans faute. Parce que l'équitation n'est pas en cause. On a regardé les vidéos. Tu n'as pas fait une erreur d'équitation, pas une erreur de choix tactique. Voilà, il y a eu un accident, tu as perdu l'équilibre, tu es parti, voilà, et tu es par terre, parce que le cheval tourne. Mais ne remets rien en question. Oui, la qualité de cavalier dans ce cas-là n'est pas remise en question. Voilà, et le gars, on a vu hier, le public l'a porté qui plus est. Et encore aujourd'hui, il fait une faute. Mais voilà comment on a procédé. Est-ce que Grégory Watley est un champion? Il était le 4e cavalier belge. La Belgique a connu des déboires lors de la chasse, lors de la première manche de la Coupe hier. Ouais. Grégory était le dernier cavalier et aujourd'hui il est 6e. Il ne serait pas là, je le dirais de la même façon. Il fait partie de ces athlètes. Je pense que s'il faisait un autre sport, il aurait la même, parce que c'est une caractéristique mentale, justement, d'être dans ce rôle de finisseur. Et en général, on donne ce rôle de finisseur à celui qu'on pense qu'il peut justement aller finir le travail. La médaille est souvent dans leur parcours.
Et quoi qu'il arrive, c'est cette capacité de faire abstraction de tout ce qui s'est passé et de se concentrer sur son travail. Et c'est ce qu'il a magnifiquement montré. Grégory, comment on s'est senti justement les journées sont très longues en plus, il y a beaucoup de partants, on a le temps de réfléchir. Comment ça s'est passé pour vous? C'est peut-être ça qui est un peu différent d'une Coupe des Nations normale, c'est qu'ici c'est traîné sur toute la journée. Ça commence à 9 h le matin et moi je passais chaque fois vers 5 h le soir. Donc c'est sûr qu'avec notre début aussi, nous c'était un peu différent. On avait décidé de lancer Jos Verlooy en début par rapport à la pression. Peut-être on avait la chance de ne pas être dans le tirage au sort dans les premiers. Il fait partie des plus jeunes cavaliers ici. Il a 18 ans. Il est rentré quand même ici comme 5e. Malheureusement, le cheval de Jos Lansing s'est blessé en arrivant ici. Donc il a dû rentrer. Je dois dire, il n'était pas 100% préparé. On l'a senti dès qu'on l'a annoncé, dès qu'on lui a annoncé qu'il devait venir avec nous. Il était un peu stressé, il s'est mis la pression. Donc, pire qu'Aix-la-Chapelle, parce qu'il a fait partie de l'équipe à Aix quand vous gagnez. Bien sûr, mais un championnat reste quand même quelque chose de différent. Alors ici, il est rentré avec beaucoup de pression, plus que d'habitude, je pense. Et ça, malheureusement, ça s'est vu dans son premier tour. Il n'a pas bien géré son début de parcours. Malheureusement, il y a une chute aussi qui se passe, voilà, une incompréhension devant le double de Palanque. Voilà, il tombe. C'est comme ça, donc à ce moment-là, c'est toujours délicat, comme Jean-Maurice le disait. Nous, on a fait un peu différent, on a laissé un peu Jos un peu avec de la distance. Après, entre nous, les trois autres, on a dit ok, maintenant c'est à nous trois de nous battre et de continuer. Et après ça, après quelques temps, quand Jos avait un peu pris du recul, je l'ai repris avec et je l'ai remotivé en disant voilà, qu'on allait encore avoir besoin de lui demain et qu'on allait nous se battre, nous trois aujourd'hui, et que demain, il serait important et on aurait sûrement besoin de lui demain. Et ça a été le cas hier d'ailleurs, parce qu'il s'est très bien relevé aussi, donc ce qui prouve qu'il est aussi assez fort. Un bel esprit d'équipe aussi. Grégory, vous êtes maintenant le seul en course pour la Belgique. Tous les yeux sont rivés sur vous dans votre pays. C'est beaucoup de pression. Vous le vivez comment là? Héros national. C'est agréable, c'est agréable. Mais dans ce sens-là que dans l'autre sens. Mais non, j'ai toujours eu assez facile avec ça, je veux dire, avec la pression. C'est quelque chose que j'aime bien quelque part. Ça ne me stresse pas plus, ça ne m'angoisse pas ou ça n'atteint pas mon excitation. J'arrive à rester, j'ai une chance, je pense, naturellement, d'arriver à rester facilement concentré dans ma bulle au bon moment. Mais c'est clair que, bon, ici, on sent quand même qu'il y a un engouement de la Belgique derrière tout ça, derrière moi maintenant. Malheureusement, il n'y a plus que moi. Donc on va essayer d'abord de se battre pour moi, pour mon propriétaire, pour mon équipe qui travaille avec moi, mais aussi en même temps pour la Belgique. Oui. Et la Belgique qui est tenante du titre en individuel avec Philippe Lejeune et même double tenante du titre, puisqu'avec la Chapelle c'était Jos Lansing. Est-ce qu'un Belge peut encore être champion du monde? Sans aucun doute, s'il s'agit de Grégory, oui, ils peuvent faire la passe de 3. Alors justement, Jos Lansing était là, son cheval était blessé. Est-ce que vous avez eu un petit message de sa part, un petit coup de fil de Philippe Lejeune, champion du monde en titre, encore pour 2-3 jours? Philippe Lejeune, non. Bon, il m'a écrit des messages évidemment pour me féliciter. Jos était présent, il est resté avec nous. Je dois dire aujourd'hui, il était très utile, il était avec moi au paddock. Il m'a donné 2-3 conseils parce que j'avais trouvé hier que je n'avais pas fait un super parcours. Je n'avais pas monté, je n'étais pas vraiment dedans dès le début. Aujourd'hui, il était avec moi, il m'a donné des petits conseils. Je ne veux pas dire que c'est ça qui a fait la différence, mais en tout cas, c'était très positif. Alors, la France, médaille d'argent évidemment par équipe. On le rappelle encore une fois parce que ça nous fait plaisir derrière les Pays-Bas et devant les États-Unis. Maintenant, un jour off, demain. Et puis, il y a encore des gros morceaux à venir avec 2 tours samedi, les 30 meilleurs qui sont repris pour samedi en individuel avant cette tournante. Qu'est-ce qu'on fait pendant le jour de repos? Il y a 2 athlètes à gérer. Il y a les cavaliers qui ont besoin de redescendre un peu en pression. Donc nous, ce soir, ils sont en famille. Et demain, on va... Vous les avez lâchés? On les a lâchés, oui. Enfin, je les ai lâchés. Ça va leur faire du bien de ne pas m'entendre une soirée. Et puis demain après-midi, en fin d'après-midi, on va se retrouver à nouveau. Les chevaux vont faire un travail de décrassage seulement parce qu'ils ont besoin de souffler quand même. Ils ont enchaîné 3 jours de compétition. Et puis samedi, c'est un gros morceau, c'est une épreuve difficile en 2 manches. Les 30 meilleurs, il y aura des non partants, il y aura des forfaits. Il y a une visite vétérinaire le matin.
qui permet de vérifier l'intégrité physique des chevaux. Et puis ensuite, eh bien, il y aura les 4 qui auront le privilège d'aller prêter leurs chevaux aux camarades dimanche. Alors, juste avant qu'on parle de Rodrigo, parce qu'il est très bien classé encore une fois, habitué des tournantes, Grégory aussi, avant de parler de ça, vous parlez des forfaits. Il y en a eu aujourd'hui déjà, dès le 3e jour de compétition, notamment celui de Scott Brash, qui est quand même le numéro 1 mondial. Il n'est pas parti, pourquoi à votre avis? Est-ce que c'est parce qu'il sentait que son cheval n'allait pas bien? Et est-ce que vous comprenez qu'on lâche le championnat alors qu'on est en plus le seul représentant de son pays et la Grande-Bretagne qui plus est? En fait, moi j'ai discuté avec lui à Londres. On était un jour dans le shuttle ensemble et il avait programmé de venir uniquement pour l'équipe ici. Alors on entend ça de la part de plusieurs cavaliers. Nick Skelton nous avait dit que s'il venait, ce serait la même chose. C'est assez étonnant quand même. On peut comprendre, mais c'est étonnant. Bah, je n'ai pas à juger. Après, c'est un choix individuel. C'est vrai que ces cavaliers numéro 1 mondial sont extrêmement sollicités. Il y a des concours importants tout le temps. Plus importants qu'un championnat du monde? Bah, ça dépend où on se positionne, mais en tout cas mieux doté. Et les cavaliers de concours, la plupart ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ils ont une réalité économique. Ils ont aujourd'hui, pour faire le circuit, ils ont tous 2 camions, des équipes, etc. Donc, et puis il y a une volonté peut-être de ménager son cheval. C'est vrai que l'Angleterre a connu des soucis, parce qu'ils ont perdu Nick Skelton et Ben Maher quand même. Donc la physionomie de l'équipe était totalement changée. Et donc voilà la raison. Il avait de toute façon décidé de s'arrêter après l'équipe. Donc aujourd'hui, repartir en individuel, sachant qu'il ne voulait pas aller dans les 30 du samedi, voilà la raison. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez entendu des bruits comme quoi certains cavaliers ne voudraient pas repartir samedi? Oui, le Ludger ne repart pas. Oui. Il va y avoir quelques forfaits. Ludger Beerbaum déjà, c'est sûr? Oui, et puis je crois son compatriote, Christian Allemagne. On a entendu ça parce qu'apparemment le cheval serait déjà prêt à partir à Calgary. Voilà, il y a ça aussi, les concours s'enchaînent, alors c'est très compliqué à C'est étonnant, c'est la première fois que ça arrive, non? Je sais pas. En championnat. C'est vous les journalistes, allez chercher dans vos fiches. On va chercher ça évidemment de très près. Alors samedi, il y aura encore de grosses épreuves évidemment. Rodrigo Pessoa est 5e, c'est le meilleur brésilien pour l'instant, juste à la porte des 4 pour dimanche. Alors la route est longue encore, vous êtes 6e, nous on a encore Patrice Delaveau qui est dans les 4, Pénélope qui est juste derrière Grégory. Est-ce que vous avez des pronostics? Est-ce que vous vous amusez à ça aussi? Est-ce que vous pensiez être là aujourd'hui? Moi, non, honnêtement. Bon, moi, mon but était clairement de faire quelque chose par équipe. Ça, c'était raté. Après, j'espérais, je m'étais dit si mon cheval saute bien, parce qu'il n'y a quand même que 9 ans, il manque encore d'expérience. J'espérais être dans les 30. Ça, c'était vraiment pour moi l'objectif personnel. Vous continuez? Donc, bien sûr, je continue. Maintenant, pour être honnête, je ne pensais pas être si bien placé. Donc ici, bien sûr, maintenant, le fait d'être à cette position-là, je vais regarder plus loin et pourquoi pas rêver de plus. Maintenant, voilà, je suis réaliste, il y a des chevaux et des couples encore beaucoup plus expérimentés. Je prends l'exemple de Casal, Cortés. Ils sont devant, hein? Ils sont devant, ouais. Et puis ils sont voilà, très très forts. On est à, je veux dire, à la moitié du chemin. On peut considérer la chasse comme peut-être la warm-up. Il y a eu 2 tours maintenant, il y a encore 2 bons morceaux qui arrivent samedi. Le chemin est long, moi surtout ça va dépendre un peu de mon cheval, comment il va tenir sur la durée, parce que bon, voilà, comme je le dis, il a 9 ans. Il n'a que 9 ans, peu d'expérience. Mais c'est clair que si je sens le cheval bien samedi, je vais jouer ma chance à fond et pourquoi pas rêver de la finale tournante qui serait vraiment quelque chose d'exceptionnel et de ne pas prévu au départ. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Jean-Maurice, Rodrigo, il a déjà 2 finales tournantes à son actif. Une qu'il remporte, une où il est 4e. Oui, absolument. Donc, 3e j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là et que tout le travail qui a été fait paye avec une médaille en retour quand même, parce que ce soir il y a une énorme frustration, énorme. On l'a touché quoi, on l'a touché et donc maintenant il faut repartir au combat samedi et effectivement Rodrigo en finale tournante, ce ne sera pas un scoop. Mais ce qui est amusant, je ne sais pas si vous le faites, mais ils s'amusaient lors d'un dîner ou 2 à imaginer quel cheval ils aimeraient monter dans le lot. Ah oui. Et alors
Et alors, c'est sûr que Casal, il donnait envie. Cornet d'amour, il y a pas mal de chevaux qui font très envie. Le cheval de Patrice, bien sûr. Orient Express. HDC. Et puis d'autres, parce que de toute façon, à ce niveau-là, les chevaux sont... Il y a quand même que des cracks qui sont des devant. Ferrari, donc c'est amusant. Et Rodrigo, son cheval est jeune aussi, il a 10 ans. Ils ont seulement débuté en début d'année à Wellington ensemble. Donc tout ça, c'est construit avec tout le savoir-faire et la science de Rodrigo. Et ce serait assez amusant de le voir dans les 4. Et en tout cas, Alex Hinton, il y a 4 ans, c'était exactement le même scénario, si je ne m'abuse, puisque c'était Rebozo et il l'avait depuis le 1er janvier 2010. Donc peut-être que le scénario va se répéter. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas à tous les deux. Tant qu'on a un Français qui reste dans les 4, nous après, on sera évidemment ravis. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir assisté avec nous à cette émission. Bonne journée de repos demain et à samedi. Un samedi, et à dimanche. Nous, on va continuer dans un instant avec l'attelage maintenant qui a démarré aujourd'hui avec le dressage. Mais avant, eh bien, on va partir dans les prés. On va aller voir quelques chevaux et le naisseur d'Orient Express qui a connu une journée assez particulière. C'est son jour J. Marina il a suivi. Il est le premier homme à avoir approché Orient Express. C'est dans ce box que Patrice Bourreau a fait naître le crack. C'était un petit papa, un gros sac. Gros sac, mais avec quand même un peu de patate. Il était très bonhomme dans son allure, mais très vif dès qu'on commençait à s'occuper de lui. À 7 ans, il vend son cheval au haras des Coudrettes. Depuis, il suit la carrière du cheval de près, mais il refuse de se rendre sur les terrains de concours, alors qu'Orient Express court l'échéance la plus importante de sa carrière. Patrice lui préfère passer sa journée avec ses poulinières. Je veux pas dire que c'est pas une journée particulière, parce que j'ai un peu les boules quand même. Je voudrais pas d'ailleurs que ce soit tous les jours comme ça. C'est sans doute pour ça que je ne peux pas aller au concours. Je peux pas vivre cette pression-là. Je peux pas. Voilà, c'est pas très fort, j'en conviens. Mais je peux pas. J'ai déjà le bruit des barres dans les oreilles. Ça fait pang, tu sais, je t'expliquais. Et je supporte pas, ça me stresse trop. Même si je ferme les yeux, si j'entends le bang, je me dis ça y est, 4. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce que tu es venu faire là, quoi? J'arrive pas, ça me gâche toute la fête. Faudrait enlever les barres, en fait, pour que ce soit bien. Incapable de tenir en place, l'éleveur fuit les micros et les projecteurs, une façon pour lui de maîtriser son stress et d'éviter de trop réfléchir à l'importance de l'événement. C'est une journée comme les autres. Si elle est un peu différente, c'est parce que vous êtes là, quoi. Et que forcément, ça me rappelle que je joue 35 ans de boulot, quoi. Parce qu'en fait, si d'aventure ça se passait bien, j'aurais mis 35 ans à boucler la boucle. Les seules nouvelles de la journée, c'est par téléphone que Patrice Bourreau les recevra. Et même s'il ne veut pas admettre qu'il attend les appels de ses proches, son téléphone ne le quittera pas de l'après-midi. Alors il vit les choses d'une manière très particulière, hein, Patrice Bourreau. Vous le connaissez, Jean-Maurice? Oui, je l'ai rencontré une fois ou deux. Oui. C'est un homme de cheval. Très timide. Très timide, oui. Très ému. Mais il explique bien, il a le mérite de se connaître bien, visiblement. Merci en tout cas Jean-Maurice de rester un peu avec nous. On va parler d'une discipline maintenant que vous avez évidemment déjà vue dans les dernières éditions des Jeux mondiaux avec l'attelage. L'attelage, dernière discipline à entrer en lice ici en Normandie. On a avec nous un meneur français. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci. D'être avec nous. Alors vous êtes déjà passé sur le dressage aujourd'hui et vous faites partie des 8 meneurs français. On a la chance d'avoir 8 meneurs, ça c'est déjà un bon programme. Exactement. Il y a 3 en équipe et 5 individuels.
Et on a aussi avec nous la spécialiste de la discipline. Voilà, la spécialiste S-attelage, chroniqueuse, journaliste pour l'éperon et qui a suivi la première journée de dressage et qui ira jusqu'au bout de ses épreuves. C'est Claude Bijon. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors les photos, les vidéos, les interviews, vous allez tout nous dire de ce que vous ont dit les Français. Mais d'abord, Sébastien, on est à mi-course du dressage, ça se passe en 2 jours, c'est comme le concours complet. Quel est le bilan français après cette première journée ? Le bilan il est plutôt bon parce que Benjamin a réalisé une bonne reprise. Je pense qu'il est dans ses attentes, donc c'est plutôt très bien pour lui, en sachant qu'après on évolue, les Français sont plutôt adeptes des épreuves qui viennent en suivant, donc plutôt le marathon et la maniabilité. Le dressage, on est encore en deçà, on a tous, pour la plupart des jeunes équipages, et le dressage, c'est ce qui met le plus de temps à caler. Donc, et comme on l'a dit depuis le début, nous, on travaille pour le plus long terme. Donc, c'est vrai que les Jeux, c'était une première échéance pour nous, mais il faut avancer plus loin et il faut préparer des chevaux. Donc, et ce sont vos premiers Jeux mondiaux? Pour moi, ce sont mes premiers. Pour l'équipage de Benjamin, c'est les premiers Jeux mondiaux des chevaux. Donc, Benjamin a déjà fait quelques épreuves, mais les chevaux, non. Et donc, c'est tout un... Si vous voulez, on est vraiment une équipe en construction. Claude, c'est impressionnant, justement. C'est-à-dire que c'est toujours impressionnant les Jeux parce que c'est une échéance particulière. Alors ce qui est amusant, c'est de voir que l'équipe, cette fois-ci, c'est la même qu'à Aix-la-Chapelle. Donc on l'a repris, Benjamin Ayot, Stéphane Chouznou et Thibaut Coudry. Aix-la-Chapelle en 2006, il y a 8 ans pour les Jeux mondiaux. Et oui. Donc pour Sébastien Mourier, qui est un jeune meneur, entre guillemets, puisque ça fait que 2 saisons qu'il est en international, c'est vraiment un baptême, c'est un baptême du feu. Et bon, là, tu réalises un dressage qui ne correspond peut-être pas tout à fait à ce que tu fais habituellement. Voilà, c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué quand on arrive dans la carrière. Il y avait quand même beaucoup d'émotions et beaucoup de sensations. Le public était très présent et on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ce type-là en dressage, nous. Donc si vous voulez, les chevaux sont, en plus j'ai un cheval qui est un peu plus regardant. Quand il s'est retrouvé un peu dans l'arène avec les gens qui ont applaudi un petit peu, il s'est un peu déstabilisé. Il me fait une faute juste avant d'entrer parce que c'est la première fois pour nous en attelage qu'on avait le droit de passer sur le tour de la carrière, qu'on ne fait pas habituellement. Et le cheval s'est trouvé un petit peu regardant. Et le problème de l'attelage, c'est qu'on a les 4 chevaux qui sont reliés ensemble, donc entre guillemets, quoi. Donc dès qu'il y a un cheval qui se tend, on a les 4 bouches des chevaux et ça peut gêner un autre. Ça crée des interactions et ça peut gêner un cheval à côté. Et c'est un peu le cas. J'ai eu 2 chevaux sur les 4 qui ont été un peu plus entre guillemets en retrait et ça a pénalisé l'attelage sur la totalité. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure là que en fait tu avais l'impression que tu progressais techniquement en dressage, voilà. mais que l'ensemble était un petit peu plus déstabilisé. Alors tu peux expliquer ça comment? Voilà, tout à fait. Il faut trouver un équilibre entre le dressage des chevaux individuels et puis l'homogénéité qu'on peut créer dans l'attelage à 4. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir 4 chevaux qui évoluent en même temps. Et moi, si je prends ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut qu'ils aient les mêmes battus sur un carré de dressage? Alors ça, c'est le travail. Nous, en fait, quand on passe un attelage à 4, quand vous voyez passer de profil, vous devez voir que 2 chevaux. Donc il faut avoir toute la symétrie au point de vue des membres, des allures. Et après, on recherche juste... C'est 2 paires de jumeaux, en fait. Voilà, exactement. Et on devrait pouvoir arriver, on va jusqu'à la nuque, port de nuque, toutes ces choses-là. On devrait pouvoir passer que 2 chevaux quand on voit un attelage à 4. Donc c'est quand même assez compliqué. Et quand on les voit de face, il faut que les chevaux soient sur le même pied en même temps. Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de meneurs qui travaillent bien sûr à 1. Donc, et quand on voit par exemple l'évolution de Stéphane Chouznou, qui a été donc médaillé à 1 cheval, 2 chevaux, qui est sa 3e participation aux Jeux équestres mondiaux à 4 chevaux. Donc l'attelage à 1, c'est la base de la construction de l'attelage à 4. Complètement. Jean-Maurice, travailler un cheval, c'est déjà assez compliqué en général. Travailler 4 d'un coup, ça vous impressionne? Oui, beaucoup. J'ai eu l'occasion de côtoyer Franck Deplanche à une époque où on avait des écuries proches, Patrick Rébulard. Et j'étais monté une fois dans la voiture. Et c'est très complet, c'est un travail énorme de préparation, d'avoir effectivement toute cette harmonie, travail de précision avec des chevaux qui sont à 12 mètres devant vous. Enfin, Tout à fait. Oui, et je suis très admiratif quand on voit les chevaux de flèche qui tournent alors que les chevaux de timon restent en ligne. Oui, je connais les termes. Restent en ligne. Vous avez révisé? Non, parce que je m'intéresse à beaucoup de sports, mais sport équestre évidemment. Et c'est vrai que c'est très joli et que tout ça est fait avec beaucoup d'élégance. En plus, on a vu la photo de Benjamin, que je connais bien.
Et c'est un travail énorme, énorme. Puis après, c'est un travail aussi, c'est un sport dangereux. Oui, oui. Moi, je crois que c'est une des disciplines équestres les plus dangereuses. Et puis, bon, la particularité vraiment de cette édition 2014 des Jeux équestres à Caen, c'est que c'est la première fois qu'il y a 8 Français qui sont engagés sur une compétition sur les Jeux équestres mondiaux. Donc on a 8 places parce qu'on organise, voilà, et que ces meneurs-là ont pu faire les minima imposés par la Fédération française d'équitation. On a 3 places en équipe. Donc ça, c'est déjà une vraie réussite en soi d'avoir réussi à emmener 8 meneurs. Oui, parce que nous, c'est vrai qu'on, par rapport à d'autres nations, on souffrait du nombre de meneurs qu'on pouvait avoir à disposition. Il fallait, parce que c'est pas facile de pouvoir arriver à 4 chevaux, si vous voulez avoir, parce que quand on parle de 4 chevaux, c'est 4 chevaux sur la piste, mais c'est en règle générale 6 chevaux prêts pour faire une saison et 8 chevaux qui sont en travail permanent. Et il faut que les chevaux évoluent tous en même temps. Donc si vous voulez, c'est assez compliqué. Mais déjà, pour un cavalier de CSO, quand il a son cheval, il ne faut pas qu'un seul cheval pour pouvoir faire une saison, mais il faut qu'il ait des chevaux du même niveau. Nous, il faut qu'ils soient tous et qu'ils répondent présents en même temps. Donc il faut composer aussi avec les aléas de la vie, un cheval qui se fait mal, un cheval qui tombe malade, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment la problématique. Et de pouvoir justement interférer les chevaux aux places aussi, parce qu'on a le positionnement des chevaux dans l'attelage qui ne peut pas forcément être toujours optimum, quoi. Et puis, comme le disait Claude, vous êtes 8 cette année. Vous n'avez jamais été autant. J'imagine que ça fait beaucoup de monde autour de vous tous. Parlez-nous un peu de l'ambiance là dans les coulisses. Comment l'ambiance, elle est bonne parce que si vous voulez, nous, on est tous là quand même pour servir la famille de l'attelage au départ. Je dirais qu'on ne pourrait pas rêver plus belle vitrine pour pouvoir exploser l'attelage. C'est vrai quand on voit les gens qui s'arrêtent, parce qu'on a la chance d'être sur Caen, donc il y a la grande route qui passe juste à côté et on peut avoir des interactions avec le public. Sur les gens et les gens qui passent, qui sont pour l'instant sur la carrière détente, donc ils voient les attelages, ils se demandent, ils voient passer des attelages à 1, à 2, à 4, et ils se demandent un petit peu ce qui se passe, quoi. Et je pense pour la plupart ne s'attendent pas à ce que ça peut être sportif, si vous voulez. Quand ils commencent à voir l'attelage à 4 qui se mettent en rythme, alors des fois on les croise le matin avec le cheval à 1 parce qu'on prépare souvent nos chevaux à 1, après on perd et après à 4 pour avoir le résultat final. Et ils voient toute l'évolution du travail et puis j'espère que samedi on va vraiment pouvoir montrer que l'attelage, ça peut être un sport à part entière. Quand on parlait tout à l'heure de danger, c'est vrai qu'il y a un peu de danger parce que quand vous avez 4 chevaux, ça part beaucoup plus vite. Et si vous, justement, vous n'avez pas le dressage qui est nécessaire, les chevaux ne reviennent pas aussi vite. Donc, c'est quand même, vous avez 2 tonnes et demie de muscles devant vous et il faut contrôler tout ça. Mais par contre, justement, ça peut être intéressant et généralement, ça fait des belles images. Ah bah ça va faire des belles images et il va y avoir du beau sport. C'est samedi, ce sera pour le marathon. Juste avant qu'on parle du marathon, parce que vous avez évidemment découvert les obstacles, on va écouter les réactions des 2 Français de l'équipe qui sont passés aujourd'hui, c'est-à-dire Benjamin Ayot et Thibaut Coudry. D'abord, Benjamin Ayot. C'est dans les notes dans lesquelles on a tourné cette année. L'objectif, c'était de réussir à le reproduire ici avec une arène assez impressionnante, avec des jeunes chevaux, une piste un peu spéciale. Donc on est dans l'objectif qu'on s'était fixé. Les chevaux sont concentrés. On a eu sur la deuxième partie de reprise dans les courbes à gauche, la jument s'est laissée dans un premier virage impressionnée par une caméra qui bougeait dans le coin. Après, elle a déstabilisé un peu l'ensemble. Mais ça s'est remis en ordre, ça s'est remis en route. Et moi, j'ai essayé de penser à me relâcher et puis à dire allez, on ne focus pas là-dessus, on continue à travailler. Et du coup, les choses sont réorganisées et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était intéressant. Alors Benjamin Ayot, lui, est 8e au classement provisoire après le premier jour de dressage. Et maintenant, on écoute Thibaut Coudry qui, lui, est 15e au provisoire. Je voulais surtout assurer la beauté générale de l'attelage parce que c'est quand même malgré tout des chevaux avec un peu de sang. Et je voulais surtout pas qu'il y ait de faute parce que tout de suite, on va dire que ça dénigre et ça descend vite la note. Donc l'objectif, c'était bien sûr de faire moins de 60, mais les juges se tablent, quoi qu'il arrive, sur les notes de la saison. Et je pense qu'à la fin de la compétition, les 5 points qu'il peut y avoir, si j'avais eu aujourd'hui 66, peuvent être peuvent faire la différence. Donc je suis très content, des chevaux, 2 de l'équipe, parce que tout le monde a travaillé, puis on est debout depuis 5 h ce matin pour préparer quand même le dressage à 9 h 30. Et puis je suis vraiment content des chevaux. Alors on a une équipe qui monte gentiment. On peut rêver d'un podium. Quels sont les objectifs ? Le podium, je pense que par équipe, ça va être compliqué. Et aussi en individuel au jour d'aujourd'hui, si on veut vraiment être réaliste. Maintenant, ces 3 épreuves, il peut y avoir des surprises. Je pense que le CSO, ils en ont connu quelques-unes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Et puis les jeux, c'est quand même visiblement pour moi c'est ma première, mais c'est quand même une ambiance un peu particulière. Donc il y a des choses qui changent.
Je pense qu'on est un peu tôt pour être sur un podium. On monte de plus en plus, on se rapproche des meilleurs. On l'a vu à Saumur, on l'a vu sur d'autres compétitions où on se rapproche du podium. Maintenant, il faut y croire jusqu'au bout, mais c'est vrai que si on reste réaliste, il y a quand même des nations qui sont très fortes. Quand on prend les Hollandais qui placent déjà pour cette première demi-journée les 2 premiers en tête, ils sont tous les 2 membres de l'équipe, c'est vrai que ça va déjà être compliqué de pouvoir aller diminuer l'écart avec eux. Et on sait très bien qu'en plus, ils roulent très très fort en marathon. Donc, voilà. Enfin bon, là, la première épreuve, le dressage, on sait que c'est pas le point fort des Français. Tout à fait. Bon, hormis Stéphane qui, a priori, Stéphane Chouznou qui va améliorer sûrement la note en dressage. On sait bien que pour les Français, le dressage, c'est un point à améliorer. En revanche, vous êtes très fort sur le marathon, la maniabilité aussi. Et puis, on ne sait jamais, peut-être que devant, ça va craquer. Hein, oui, et puis en étant dans les 15 après le dressage, on peut remonter encore pas mal. Ah oui, c'est vrai que c'est l'avantage de l'attelage. C'est comme le concours complet, il y a 3 épreuves, donc le classement il n'est jamais fini jusqu'à la fin. Et puis il faut aussi avoir les nerfs pour la maniabilité pour la dernière épreuve, donc qui fait souvent, qui crée les champions ou qui les défait, quoi. Donc ça reste ouvert jusqu'à la fin. En tout cas, le point fort, c'est vrai que c'est plutôt le marathon et la maniabilité. Pour une grande majorité des meneurs français, ce marathon, comment est-il justement? Est-ce que vous l'avez déjà découvert? J'imagine que oui. Tout à fait. Est-ce qu'il est aussi beau que le parcours de saut d'obstacle, que le parcours de cross qu'on a vu au Pin? Alors oui, là, on a quand même des choses qui sont assez belles quand on prend la cabane, qui reprend tout le côté normand et tout. C'est vrai qu'ils ont fait de très gros efforts pour que ça soit très agréable. Et même pour nous, en tant que meneurs, quand on rentre dans un obstacle qui est bien construit, parce qu'il y a aussi le côté esthétique de l'obstacle, mais aussi le côté sécurité pour les chevaux. Et là, c'est vrai que c'est construit dans le sens où on peut avancer très vite dedans. Après, il y a une vraie évolution pour nous technique, c'est le sol qui a été mis en place. Et donc là, c'est encore une incertitude pour nous pour savoir comment les voitures, là, non pas les chevaux, mais les voitures vont se comporter à grande vitesse dessus. Il y a eu les tests qui ont été réalisés, ça s'est très bien passé, donc maintenant il faut vraiment le valider sur la compétition. Là, je pense que tous les meneurs, on va partir très vite pour essayer d'être devant, de rattraper entre autres le retard. En fait, il y a une première mondiale là, sur cette épreuve, c'est qu'en fait le sol a été harmonisé sur l'ensemble des obstacles de marathon et aussi sur la maniabilité. Donc c'est un sol identique qui a été fait par un célèbre constructeur de sol français, qui n'est pas une initiale mais autre chose. Et donc en fait la particularité aussi, c'est que le sol va être nettoyé après le passage de chaque meneur dans les obstacles tout le monde de marathon. partira sur le même pied d'égalité. C'est la première fois, on n'a jamais vu ça. Et ça va faire une grosse différence selon vous? Il est possible que ça fasse une grosse différence parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des passages, quand vous avez des conditions qui sont difficiles, c'est un petit peu comme au complet, quoi, entre la personne qui part le premier, qui a le terrain qui est tout propre devant lui, et puis le dernier où il y a une 50aine de concurrents qui sont passés, surtout sur des endroits un peu stratégiques, le sol évolue, donc les chevaux sont plus ou moins sollicités selon leur ordre de passage. Donc là, du premier au dernier, ça sera identique. Jean-Maurice, on parle de l'aspect esthétique, on a été aussi bluffé de l'esthétique dans le stade. Est-ce que ça fait partie des plus beaux parcours qui ont été construits? En tout cas, oui, ça fait sûrement partie des plus beaux. À chaque grand événement, Jeux olympiques, Jeux mondiaux, c'est vrai qu'il y a des gros efforts qui sont faits. À Lexington, c'était très joli également, je me souviens. Et à Londres aussi, on a eu des obstacles magnifiques avec le bus anglais, le Tower Bridge et d'autres. Mais là, particulièrement, Frédéric a travaillé énormément pour ces Jeux mondiaux. Il a annoncé qu'après, il arrêterait sûrement de construire. Et il a passé, parce qu'il est course designer, c'est-à-dire qu'il construit à la fois les parcours, mais il a aussi construit les obstacles. Il a pensé les obstacles, oui. Et c'est particulièrement beau, fin, dans le détail. Et je pense que ça valorise beaucoup les Jeux mondiaux. Et l'ambiance dans ce stade, c'est un peu particulier comme stade. C'est un vrai stade de football, donc on a un public très proche et puis très présent. Hein. Cet après-midi, c'était plein, on a vu dimanche dernier au complet. Et c'est un public tellement sportif, quoi, qui applaudit la performance, quel que soit le drapeau, je dirais. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais moi j'ai été touché hier du comportement du public avec Doda, quoi, comme si ils avaient envie de dire. Le public n'est pas que français, hein, il n'est pas chauvin en fait. Non, non, c'est un très bon public qui avait vraiment envie, parce qu'on les fait sortir le midi, on les fait rentrer l'après-midi. Mais les gens sont là, quoi, même dans la rue, quand on passe dans la rue, les gens sont
grimés, les drapeaux, ils vous sollicitent. Et avec Doda, vous avez ressenti quoi quand il a Bah, chuté? on a vraiment ressenti, lui-même, quand il est sorti de piste, il me dit « T'as vu comme le public me portait ?» Et c'est vrai, quand il est rentré en piste, c'était assez impressionnant. On sentait que les gens avaient envie qu'il se refasse, quoi. Et quant à Rodrigo, lorsqu'il rentre, c'est une bronca. Il est aussi, presque aussi populaire que Kevin. Ouais. Et vous, Sébastien, ce matin, c'était particulier l'ambiance? Oui, c'est vrai que pour le fait de rentrer dans une carrière qui est très fermée comme ça, comme on peut la trouver ici, ça change un petit peu. On a le public qui est inhabituel pour la discipline. Tout à fait, pour l'attelage. En règle générale, on est un petit peu plus isolé pour le dressage et donc ça permet d'avoir les chevaux. Voilà. Exactement. Et les chevaux sont plus dans l'ambiance du marathon. Donc si vous voulez, les chevaux se retrouvaient avec une certaine, je dirais pas une certaine pression, mais il y a un phénomène qui est un petit peu différent. Quand on rentre, on sent le regard un peu de tout le monde, le public, ça papote un peu à côté et tout. Les chevaux le ressentent aussi, donc les meneurs aussi, on se sent un petit peu. Et c'est vrai qu'il faut arriver à trouver une stabilité pour avoir un attelage qui se présente au mieux et c'est pas toujours évident. Alors au Pin, pour le complet, il y avait une ambiance incroyable, paraît-il. Vous pouvez peut-être vous attendre à quelque chose d'équivalent. Il va vraiment falloir tenir l'attelage davantage. Ça les motive énormément, les chevaux? Tout à fait. Nous, on sollicite beaucoup les chevaux en marathon par la voix. C'est-à-dire qu'on a les guides, bien sûr, pour diriger les chevaux, mais les chevaux, on a besoin d'avoir beaucoup d'interactions avec les chevaux. On les appelle par leur nom, on joue avec eux aussi, parce qu'il faut avoir des chevaux, comme on disait tout à l'heure, quand ils sont à 12 mètres, vous avez les guides pour pouvoir les diriger, mais il y a des moments où ça va trop vite, et si on perd un peu le contrôle, il faut que le cheval réagisse. Et quand il s'oriente vers une porte ou l'une ou l'autre, on dit oui, on dit son nom, chacun a ses propres codes pour communiquer avec ses chevaux, mais on a besoin que les chevaux répondent, si vous voulez. Donc ça peut gêner quand il y a le public, ou quand le public, à l'entrée de l'obstacle, commence à mettre vraiment beaucoup de pression, si vous voulez, on a les chevaux qui commencent à se tendre et qui partent beaucoup plus vite que ce qu'on attend d'eux, quoi. Et quand vous arrivez, que vous avez un gros virage à faire tout de suite dans la porteur, ou si ils pensent que c'est la sortie ou des choses comme ça change la donne beaucoup. Et moi, je l'ai vu pour le complet, parce qu'on a été présent sur le complet. Quand on est à côté et quand les gens passent, on a la chair de poule déjà comme ça. Donc c'est vrai qu'on s'attend à la même chose un petit peu, je pense, samedi. Chair de poule assurée. Une bonne adrénaline. Oui, tout à fait. Oui, ça... Ambiance garantie donc samedi pour le marathon, mais d'abord deuxième journée de dressage sur l'hippodrome bien sûr. Pas d'ambiance de folie dans le stade demain, ce sera samedi aussi pour l'individuel. Demain on va reposer un petit peu les voix à ce niveau-là, mais en revanche il y aura de l'ambiance aussi au Zénith puisqu'il faudra aller soutenir les Français. Chez les hommes, on vous rappelle que pour l'instant on truste les 2 premières places avec Nicolas Andréani et Jacques Ferrari. Sébastien, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je crois que vous allez retrouver tous vos coéquipiers. Tout à fait, oui. Vous avez passé la soirée tous ensemble aussi. Voilà. L'attelage, une grande famille et une grande équipe comme dans toutes les autres disciplines, bien sûr. Claude, merci beaucoup. Bon courage pour demain aussi, parce que la journée va encore être longue. Oui. Et puis nous, on va partir sur le village maintenant avec une initiative particulière qui se trouve du côté de Saumur, puisque le maire de Saumur peut vous aider si vous voulez vous y installer et si vous voulez mettre en place une opération. Claude, c'est vous qui l'avez rencontré. Est-ce qu'il faut faire du cheval pour ça ? Avec le micro. Pardon, il faut travailler dans la filière cheval. L'idée de la ville, c'est d'aider les entrepreneurs, de booster les entrepreneurs à travailler sur le thème du cheval dans la ville, autour de la ville. Et Saumur, évidemment, qui fait partie des capitales du cheval en France. Écoutez donc le maire de Saumur que Claude a rencontré. Le concours Entreprendre en Grand Saumurois a été lancé officiellement par l'agence de développement du Grand Saumurois pendant les Jeux équestres mondiaux sur le stand de Saumur. La ville de Saumur, avec la communauté d'agglomération, évidemment s'engage dans un nouveau challenge avec ce concours. Un challenge pour redynamiser l'activité équestre, pour développer l'emploi. Et l'emploi, évidemment, ce sont les entrepreneurs. C'est à eux que nous nous adressons. Toutes celles qui voudront se présenter à ce concours seront évidemment les bienvenues. Mais nous pensons en particulier à des écuries de propriétaires. Nous pensons à tout ce qui concerne l'équipement. Mais nous imaginons aussi que nous pouvons avoir des promoteurs pour un village équestre. L'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir bénéficier d'un coup de pouce au démarrage de l'entreprise sur un site lié au cheval et à Saumur, capitale de l'équitation. Et on est de retour donc sur le plateau des Jeux et Débats. Jean-Maurice Bonneau est très bien, donc il a décidé de rester avec nous.
Ça va? Patrice Ruiz nous a retrouvés aussi. Bonsoir Patrice. Bonsoir Mehdi. Et on a une invitée surprise. Alors, je pense qu'elle est plus connue que nous tous sur ce plateau maintenant, puisqu'elle a fait, eh bien, oui, la une d'un programme télé très connu. Bonsoir Caroline. Bonsoir Mehdi. Caroline Bonsoir. Espinosa, vous êtes une candidate de l'Amour est dans le pré, on peut le dire. Oui, on voilà, peut. je pense que tout le monde vous a vu. Mais vous êtes aussi bénévole sur ces Jeux mondiaux. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Vous n'étiez pas assez connu? Vous vouliez rencontrer encore des gens ici? Ma passion en premier lieu, c'est pas l'agriculture, c'est l'équitation et le cheval et tout ce qui l'entoure. Et du coup, c'était une évidence, les Jeux équestres mondiaux. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau ici? J'ai la chance de travailler en régie, d'être passée de l'autre côté de la caméra, d'assister une caméraman sur le village des Jeux, filmer toutes les animations et essayer d'animer un petit peu le village avec des montages. Jean-Maurice, l'amour est dans le pré, ça vous parle? Oui, j'ai dû regarder ça une fois ou deux. Vous avez vu Caroline ou pas? Non, je regarde très peu la télé. Il n'a pas le temps, Jean-Maurice, il n'a pas le temps. Je ne vous en veux pas. Et alors, j'imagine que quand on vient ici, on a aussi envie de rencontrer un petit peu les athlètes, non? Enfin, comment ça se passe? Évidemment, on aurait envie d'être sur tous les fronts, mais c'est pas possible. On a des missions particulières. Chacun essaye de mener sa mission à bien, de rendre le séjour agréable pour tous. Et c'est vrai que ça démange de suivre toutes les compétitions, d'aller un petit peu partout. Mais non, on a une mission, il faut suivre. Donc vous n'avez pas pu du tout aller sur aucun des sites sportifs? Alors du tout, si. Moi j'ai Elle triche, pas elle mal triche. Elle a des passes droits. Non, je n'ai pas de passe droit, mais en tant que bénévole, on a quelques privilèges, puisqu'on a eu la chance de pouvoir aller suivre une partie du CSO mardi, entre autres, pour certains, mercredi pour d'autres. Et donc on a touché du doigt, enfin en tout cas aperçu nos athlètes favoris. Lesquels? Tous. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc, et après, bien sûr, on a supporté un peu plus l'équipe de France, parce que même si on a un bel élan sportif, on est quand même chauvin. Est-ce que vous avez ressenti ça, justement? On parlait du public, du stade. Est-ce qu'on arrive à percevoir quand même ce qui se passe un peu plus en détail, où on est vraiment porté par une foule? Je ne comprends pas bien la question. Est-ce qu'on arrive à voir des petites choses qui se passent dans le stade, des gens qui ont des attentions particulières, ou vraiment c'est l'ensemble du stade qui émeut les athlètes? Non, ce qui était amusant hier, c'est que le public jouait par groupe en diagonale. Ils se lançaient des défis à qui allait crier le plus fort. Ils se préparaient, ils se chauffaient avant la compétition. Il y a des groupes qui arrivent habillés tout en blanc, avec des drapeaux. Il y a les Hollandais, le peuple hollandais, c'est un peu, d'ailleurs on pourrait croire avec votre pull. Vous êtes aux couleurs de la médaille d'or. Là, je suis sûr que si on va dans le bar en face du stade, ils sont tous là pour fêter la médaille. Et dans ces grands événements comme les Jeux Olympiques, on retrouve, je veux dire, le public fait partie du spectacle, j'ai envie de dire. Parce que c'est un public différent. Et ce soir, moi j'étais à l'extérieur du stade, mais dimanche dernier, avant la cérémonie des médailles, il y a une Ola qui est partie. Qui a fait, je crois, 4 ou 5 fois le tour. Ouais, c'était extraordinaire. Et aux Jeux Olympiques, je me souviens, à Londres également. Donc voilà, le public, il est acteur, je trouve, particulièrement acteur. Et en tant que bénévole, vous êtes aussi acteur actrice en l'occurrence de ces Jeux mondiaux. Comment ça se passe puisque vous êtes dans le village? Est-ce que l'accueil que vous fait le public est bon? En tout cas, l'accueil que vous retourne le public est bon? Alors, moi, je vous ai vu à l'entrée quand même du village, donc vous parlez avec eux un peu de temps en temps. Oui, évidemment. J'ai la chance effectivement d'être abordée régulièrement avec beaucoup de sympathie et de sourire. Donc c'est toujours agréable. Si on me jetait des cailloux, je réagirais peut-être pas de la même façon. Mais les Normands et même tous les Français qui sont venus jusqu'en Normandie m'accueillent avec beaucoup de sourire et beaucoup de gentillesse. Donc ça fait chaud au cœur. Alors ça tombe bien parce qu'on a aussi quelqu'un qui voulait absolument vous voir sur ce plateau. Il est en face de vous. Il n'a jamais osé vous écrire. Vous envoyez sa lettre. Vous avez... pas trop tard. Ah voilà, on a une révélation. Patrice, comme ça se marche, on a un speed dating en direct. Vous avez, c'est quoi, 2 minutes, 3 minutes? Oui. Non, mais 2 minutes maxi. 2 minutes. Non, moi j'ai besoin de bien plus longtemps. Enfin, il reste combien de temps d'émission? Ah, c'est très court, 2 minutes max. Oh là là, mais bon,
je suis venu exprès ici. Enfin, bon, ils m'ont un peu forcé aussi parce que je n'osais pas avouer mon amour. Et bon, je suis toujours derrière. Et voilà, enfin, je suis un peu timide, je suis un peu. Mais bon, chaque fois que je te vois, je décolle. Enfin, c'est un truc de fou, je pars en sucette, hein, enfin, si je peux dire. Et voilà, je voulais être là pour te voir les yeux dans les yeux. Je vois qu'on se comprend là. Ah oui, je suis sous le charme. Non, mais c'était inattendu. Ah, tout à fait. Mais alors, bon, j'ai fait un truc. Bon, depuis que j'ai vu l'émission, j'ai acheté un petit Falbala parce que je sais que tu as un poney, un centre équestre avec des Falabella. poneys. Ouais, c'est ça. Et c'est l'émotion, ça, je pense. Ouais, je l'ai dressé pour qu'il amène le petit déjeuner. Donc, quand on sera tous les deux comme ça, on n'aura plus qu'à l'appeler, il amènera les croissants. Alors, je ne sais pas si vous êtes conquise, Caroline, ça vous le réglerez en tout cas après l'émission, vous laisserez réfléchir. Jean-Maurice, vous allez aider Patrice, là je sens que vous plaidez ça. Mais, félicitations, parce qu'il faut le faire à l'antenne, de déclarer son amour comme ça. C'est pas évident. Hein. Et vous avez trouvé l'amour grâce à cette émission? Comment ça s'est passé pour finir? Non, sinon j'ai conduirai immédiatement. Ah d'accord. Non, parce que c'est ça le but, hein, c'est rencontrer quelqu'un et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. La journaliste, elle pose des questions, vous n'avez pas envie de l'envoyer balader par moment là? Ah non, il est tellement adorable. Ah bon, c'est mon mauvais caractère. Là, pardon. Hein. Ça doit être ça. Il y aura la rentrée, il y a la rentrée scolaire, donc après on retourne dans votre poney club centre équestre? Poney club. Poney club. Parce que ça continue la ferme, comment ça s'appelle? L'amour est dans le pré. Vous êtes toujours en course? Il faut s'arrêter au bout d'un moment quand même. Ça marche jusqu'au moment où vous êtes marié avec 3 enfants ou... Non, mais je sais pas moi. Non, vous avez arrêté d'être filmé, là, ça y est. Bah ouais, vous bon, allez il y a 2 millions de spectateurs, enfin, que tu veux, je fasse quoi? Alors, du coup, la rentrée, vous avez loupé la rentrée là pour venir ici? J'ai loupé la rentrée, non, je l'ai juste un petit peu décalé. Bon, il y a tous vos enfants qui vous attendent là-bas. C'est ça, les enfants m'attendent et puis je trépigne de les rejoindre. C'est parce que j'avais une bonne raison que j'ai pu décaler là. Moi j'adore les enfants. La rentrée. Et il adore les enfants c'est un autre point. Et il adore le orange aussi, il a toujours dit. Même s'il est habillé en noir, c'est sa timidité. Ça, je vois que du jus d'orange depuis 2 mois. Bon, je vous propose qu'on continue avec des sourires. C'est le selfie party avec les selfies que vous nous avez envoyés, ceux qu'on a fait aussi. On se retrouve évidemment juste après. Regardez, on lance les selfies avec la musique. Alors ça, c'est Sophie Dubourg, la DTN, avec toute l'équipe de France de saut d'obstacle. Sophie qui était avec nous hier et qui nous avait promis ce selfie. Benjamin Ayot, meneur de l'équipe de France, pour nous faire découvrir le stade de dressage. Elodie Mas, une consoeur avec Jessica Rodriguez, ça c'est sur la piste à Dornano, puisque c'était un obstacle avec les vaches. Sur le dernier obstacle, les voltigeurs de l'équipe qui vont faire leur finale demain, Rémi Ombec avec la crotte. Robin Krause, la petite crotte comme il l'appelle, et Anthony Prel, Anne-Sophie Delattre également avec Carole Froment, la maman d'Alizé Froment, cavalière de dressage. Beaucoup de beau monde donc encore sur Caen, avec Franck Lemestre aussi, qui est l'ancien directeur du Haras du Pin, avec Frédéric Tarder. Jean-Maurice, vous séduire tout de suite cette photo là à gauche. Non, enfin je connais rien mais... Ils les prennent eux-mêmes. Ils les prennent eux-mêmes. Vraiment. Il ne peut pas vous l'envoyer celle-là. Très bien, on va faire ça alors, il ne va rien changer. Puis on n'a qu'à lui dire, si vous avez envie d'écrire à Caroline, ça se passe ici. Donc vous nous envoyez un petit mail, desjeuxetdébats@gmail.com. Vos photos ou vos candidatures pour Caroline. Après il faudra se battre avec Patrice, mais ça c'est un autre problème. Ouais. Jean-Maurice, vous nous enverrez un selfie? Je suis pas sûr. Non. Allez. Ah mais si. Avec les Brésiliens. Un selfie, bon je vais y réfléchir. Avec les Brésiliens, envoyez-nous ça nous ferait plaisir. D'accord. On le mettra pour la finale tournante quand Rodrigo y sera. On va déjà attendre d'y être, alors. D'accord, mais on le diffusera que s'il y est, promis. Patrice, je vous laisse maintenant gérer avec Caroline en antenne. Attends un peu. On va faire le programme de demain quand même, parce qu'il y a quand même des belles choses à suivre demain. Oui, le programme de demain, donc les finales de voltige, c'est au Zénith, toujours à 10h. Je vais y aller. Et l'attelage, deuxième jour de dressage, toujours sur l'hippodrome de la Prairie, dès 9h30. Gros programme donc, avec 2 nouvelles médailles, ça se passera en voltige. Caroline, grosse journée pour vous aussi demain? Grosse nuit. Grosse journée? Journée chargée. Ah ben je vois ça. On attend pas mal de monde au village, donc du coup je vais me coucher tôt. Très bien. Bonne chance, vous invite quand même à rester un petit peu avec nous. Bonne chance, bon courage Jean-Maurice, merci beaucoup. Merci à vous. Ce plateau ça devient n'importe quoi pour la fin, mais on se retrouve demain à 19h pour des jeux et débats évidemment. À demain, très bonne soirée, ciao à tous.